qui était là pour me sauver quand j'ai mangé du shit. On va commencer du coup cette petite vidéo par des petites mentions honorables, justement, des albums qui n'ont pas retenu l'attention, enfin pour moi qui étaient pas loin du top 20, mais qui pour des raisons X ou Y n'en font pas partie. D'ailleurs, il y a une raison qui me saoule un peu, c'est que les albums, plus ils sortent tard, moins ils ont de chance d'en faire partie, parce que moi j'ai eu vraiment le temps de les digérer et de les processer. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Et on va commencer du coup avec une petite liste. Le fait qu'il y ait Pokémon derrière. Des albums du coup que j'ai trouvé vraiment cool cette année, qui auraient pu mériter honnêtement leur place dans un top 20. On commence avec Extasia de Ino Casablanca que j'ai trouvé exceptionnel, je l'ai vu au Grunt, etc. Pour moi, c'est vraiment un des rois de l'année. Hayley Williams, Ego Death at a Bachelorette Party, merci pour l'accent, que j'ai pas eu le temps de bien diguer honnêtement, notamment en termes de thématiques et de sujets abordés. Il y avait beaucoup de trucs qui m'avaient l'air très intéressants, donc je pense qu'il aurait pu être dans le top 20 si j'avais plus cherché à le comprendre. Lisa Alter Ego, j'ai beaucoup aimé. Pandemonium de Vald, qui est quand même un album que j'ai trouvé assez excellent. Tsunami Seed de Spiritbox, on en a pas mal parlé ici cette année. Bodies de Thornhill aussi. Exceptionnel en termes de sonorité. A Beautiful Days de Kulenasm, aussi un groupe japonais dont on a parlé de Shoegaze dans le J-October, si vous étiez là, c'est exceptionnel comme album. John Morty, pareil, un album qui m'a beaucoup fait l'année. Cryptopsy aussi, qui est trop vénère, qui est exceptionnel, qui aurait pu figurer dans un top 20. Le dernier, Sandwich Sugabog aussi. Je pense que celui-ci, typiquement, je me le suis notamment pris récemment là, et en vrai, je pense qu'il aurait vraiment pu être dans le top 20, je trouve. Deftones, Private Music, c'est pas dans mon top 20, je suis désolé. Il est exceptionnel. Je l'ai beaucoup aimé, il a fait une vraie partie de mon année. Ça manque un tout petit peu pour être dans un top 20. Turnstile, Never Enough, ça aurait clairement pu l'être et sûrement dû l'être objectivement. Mais là où Turnstile m'a beaucoup accompagné une certaine partie de ma vie, cette année c'était un petit peu moins le cas. Donc voilà, c'est très personnel. Les Amants Terribles de Thury, il est exceptionnel. C'est pareil, ça pourrait mériter franchement un top 20. Il est légèrement trop artsy, un petit peu... très élaboré avec des thématiques qui se répondent, etc. Des morceaux un petit peu en miroir, etc. Puis un truc très progressif, gospel et tout. Ce qui fait que je pense que je suis un peu trop con pour la proposition, donc j'y reviens un petit peu moins, mais il est exceptionnel et il y a des morceaux de zinzin dessus, genre Lundi, genre Sorcière, ou l'excessivement bien Bulby State of Mind, qui juste est beaucoup trop fort. Et au Grunt, il est arrivé sur ça pour Foufoune Palace. Carrément, j'aurais pu partir à ce moment-là. Après ce morceau, c'était trop fort. Et on va vite fait finir avec Sunday Make Club, un groupe de J-Rock que j'aime trop. Un petit album qui s'appelle It's Windy. Trop beau. Juste un petit peu trop court en vrai pour figurer quand même dans un top 20, faut pas déconner. Mais franchement, moi, c'est trop ma cam, c'est incroyable. Et deux autres projets Jap. Ivy avec Confused Apatite. J'ai hésité à le mettre dans le top 20, c'est du shoegaze, très synthé, synth pop, dream pop. Les compos sont trop fortes, les top lines sont trop fortes. Je crois que c'est juste un duo de deux meufs. L'album est exceptionnel, j'aime beaucoup l'artwork. Globalement, l'imaginaire et l'esthétique qui s'en dégagent sont trop fortes et il m'a vraiment bercé cette année. Je l'avais mis dans le top 20 au début et puis je me suis dit c'est un petit peu forcé. Et le dernier c'est Jisoo avec Sharing Kitakun qui est une OST pour une série je crois au Japon. Que j'ai trouvé génialissime. C'est entre jazz rock, mat rock. Enfin Jisoo c'est un groupe de jazz rock de manière générale. Et là ils ont fait un truc beaucoup plus orchestral, très soundtrack et ça fait franchement soundtrack de jeux vidéo en vrai genre Animal Crossing, Pokémon et tout. Même un peu Okami sur des plans et tout. Pareil, je l'avais mis dans le top 20 au début, puis après je me suis dit en vrai non, mais c'est énorme. Voilà, on a fini les mentions honorables. On peut passer au top 20. Alors, en termes purement métal, il y a d'autres disques qui auraient pu être à cette place. On a cité Sandwich Sugabog, on a cité Cryptopsy, on a cité Spiritbox, on a cité Thornhill, etc. Je trouve peut-être plus intéressant, plus impactant, un petit peu plus, pas révolutionnaire, mais important dans l'avancée du métal, etc. Là où l'album de Landmarks est beaucoup plus un petit peu traditionnel. Alors, attention, m'attrapez pas la veste, il va chercher des choses un petit peu nouvelles. La valse du temps, du piano, quand même tout le côté rap, FR, un certain rapport du mélange entre leurs influences et leur culture. Qui est assez cool, mais globalement, c'est quand même du metalcore, refrain chanté impactant, couplet crié impactant, des breakdowns impactants, et puis voilà. Mais pour autant, je pense que je suis un petit peu biaisé déjà, parce que c'est la France, c'est Marseille, c'est pas chez moi Marseille, mais ça me fait quand même sentir un petit truc de fierté. Je suis très fier de ce pays, et de nos groupes, et de notre culture, et de nos cultures en vrai. Donc voir Landmarks exploser comme ça, c'est un plaisir. Ils avaient déjà évidemment pété pas mal sur Lost in the Wave et tout, mais là je crois que c'est vraiment... un avant et un après, cet album-là pour eux dans leur carrière. Et pour revenir juste à l'album en termes de sonorité, il est juste trop cool. Il y a des refrains qui sont extrêmement puissants. Je pense à Blood Red qui perso me transperce. C'est un album qui m'a vraiment fait mon année 2025.
J'y suis revenu souvent, régulièrement. Je trouve que c'est un no skip. Je trouve l'artwork magnifique. J'aime trop le flow. Je trouve il a un charisme de ouf. Je trouve qu'il incarne trop ce groupe. Les breakdowns, ils sont trop cool. Il y en a vraiment 2-3 qui ont vraiment retenu mon attention. Voilà, la prod est cool. Franchement, c'est bien, c'est très bien. Ça mérite une 20e place. Je me voyais pas les exclure de Stop. Donc voilà pour The Darkest Place I've Ever Been de Landmarks. En numéro 19, j'ai mis Ruby de Jenny. Et oui, vous l'avez peut-être pas vu venir celui-là, on en a parlé un petit peu courant début d'année, printemps et tout. Mais ouais, non, les gars, c'est vraiment un highlight de mon année pour moi. Moi, je suis très fan de Blackpink à la base. Et j'ai suivi du coup naturellement la carrière solo de chacune des chanteuses, des 4 chanteuses. Et en ce qui concerne Jenny, en fait, son début de carrière en solo, c'était en 2018 avec le single solo. Mais c'était tout ce qu'elle avait fait. Et cette année, elle est partie en studio. Elle s'est entourée de beaucoup de producteurs américains, sûrement coréens, à vérifier. Mais en tout cas, américains, c'est sûr. Il y a du Dem Jones d'ailleurs, pour faire un vrai disque très bien travaillé. Et quand je dis ça, c'est parce que vraiment, j'ai adoré suivre un petit peu le making-of de cet album-là. J'ai regardé pas mal de vidéos où elle est en studio et où elle travaille sur vraiment la réal des morceaux. Et je trouve que c'est putain de réussi. Et c'est en 19ème place parce que pour moi, il y a quand même 3-4 petits skips. Je suis pas si fan du feat avec Childish Gambino. Il y a 2-3 morceaux qui, voilà, je les passe. Mais le reste, pour moi, c'est excellent. Genre vraiment excellent. Genre Like Jenny, pour moi, c'est un symbole trop fort, ça marche trop bien, c'est incroyable. Zen, je crois que c'est un des sons les moins stream de l'album, mais pour moi c'est un des sons préférés de l'année. Il y a des petits moments un peu émo, genre Starlight, il y a des moments Seoul City qui est très beau sur sa ville. Il y a des feats qui fonctionnent de zinzin, genre Doechii sur l'album, elle est incroyable, le feat il marche de ouf. Dua Lipa aussi, bref voilà, un excellent album franchement. Et même ne serait-ce que l'artwork du projet, pour moi reflète les thématiques et les sonorités. Il y a un truc un petit peu très subtil, très fin, très raffiné en fait, que je trouve Jenny a réussi à incarner autant dans son personnage, que dans son artwork, que dans ses musiques, que dans ses thématiques, etc. Donc pour moi c'est une vraie réussite cet album, voilà. Trapping at the bando, on vient de soulever à 10, c'est pas la Katsuki sur le bandeau. Passez-moi le bédo, avant de se faire laver, il voit que la couleur de l'extendo. Yeah, je suis focus sur mes G-Pro, on rappait dans la cour, nous on parlait pas de pesos. Il a voulu jump, il se fait tesso, t'agis comme un fake, donc pourtant pas de SO. En numéro 18, on a Sheriff Lazone avec son magnifique DMVP. Qu'est-ce que cet album, je l'ai aimé. Pareil, j'ai un affect trop fort sur cet album pour ne pas le faire rentrer dans un top 20. Il a été fait pour moi cet album, genre je l'aime absolument trop. Donc Sheriff Lazone, petit rappel, c'est un rappeur de Evry Courcouronne. Evry. Sheriff, c'est ton gars. Sheriff Lazone, du coup, pour contexte, rappeur de Evry Courcouronne, qui officie dans un style DMV Crank. Qu'est-ce que diable est là, DMV Crank? Ça vient des US, évidemment, comme absolument tout, mais en vrai, en France, on n'a pas beaucoup de représentants. C'est vraiment le numéro 1 représentant de ce style-là. C'est du coup une variante de la DMV. Des prods qui sont un petit peu plus basés sur les décalages rythmiques, beaucoup de ad-lib qui se baladent. Et c'est vrai que de fait, cet album est vraiment teinté d'une cohérence stylistique, alors qu'il y a beaucoup de producteurs différents et de beatmakers, etc. Mais ouais, du coup, le style DMV Crank fonctionne de fou avec Sheriff. Et ce que j'adore le plus avec ce rappeur, c'est qu'il dégage un truc à la fois un peu street et à la fois super fun et accessible. Et pour avoir vu quelques vidéos où il apparaît, il a l'air très agréable et très sympathique, ce petit monsieur. Donc je suis assez attaché à ce gars, et encore une fois, sa proposition, elle est vraiment cool. Pour moi, ça rappe bien, les prods sont bien, on s'ennuie pas dans le projet, il est extrêmement énervé. En plus, on a une extension un peu plus tard dans l'année qui est sortie il y a pas très longtemps, en automne, je crois, avec d'autres morceaux qui tabassent encore plus fort que jamais, genre IA. Écoutez, IA, c'est absolument trop vénère. Puis il y a des petits moments aussi un petit peu plus posés, voire balade. Je pense notamment au morceau Mbelly qui est trop beau, franchement. Un vrai sens aussi des top lines et tout chez lui. Bref, moi perso, c'est un album qui m'a vraiment fait mon année. En plus, il est sorti en janvier, je crois. Du coup, ouais, tout au long de l'année, je l'ai pas quitté cet album. Pour moi, pareil, numéro 18, clairement mérité. En numéro 17, j'ai choisi Hitsuji Bungaku avec Don't Love It Off. Alors, je l'ai un petit peu sous-estimé cet album à la base. J'étais en mode non, ça rentre pas dans un top 20. Au final, je l'ai réécouté, notamment quand j'écrivais cette vidéo. Et j'étais en mode non, plus je le réécoutais, plus j'étais en mode c'est trop fort. Du coup, Hitsuji, c'est un groupe, un trio de J-rock, un peu shoegaze, un peu grunge, très rock des années 90, que j'ai vu en live en octobre. J'ai vraiment pris une claque de ouf. Mené du coup par Moeka Shiotsuka, la guitariste chanteuse, qui a créé le groupe quand elle était au lycée, appuyée par Yurika, qui est la bassiste, qui fait pas mal de chœurs. Et d'ailleurs, pour moi, les chœurs, petite opinion sur ce groupe-là, les chœurs et les harmonies de Hitsuji, c'est vraiment un truc qui donne vraiment le cachet au groupe. Genre, il y a souvent des harmonies à la tierce ou à la sixte qui sont très aiguës.
et qui vont des fois avoir des chemins qui s'écartent un petit peu de la mélodie principale. Bref, j'ai un petit peu trop dans le détail là, je suis désolé, mais c'est vraiment chouette. Du coup, sur cet album, on avait pas mal de singles qui étaient déjà sortis. Je pense notamment à Doll, je pense notamment à Feel, qui sont pour moi parmi des meilleurs morceaux de Itsuji Bungaku, franchement, depuis le début de leur carrière. Toujours un sens du refrain des top lines, tu sais pas d'où il sort, ça te tombe à la gueule, c'est trop fort, c'est mélodique, c'est puissant, c'est émotionnel, c'est subtil. Et puis toujours un sens de la réalisation et un petit peu de la progressivité même dans cet album. Je pense notamment au morceau d'ouverture avec ce petit piano qui prend le temps de s'ouvrir comme ça, etc. L'album, il fait suite à 12 Hugs qui était sorti du coup il y a 2 ans. Et pour moi, il continue. Il vient pas non plus me surprendre de ouf. Au début, j'étais un poil déçu du mix, mais bon voilà, encore une fois, je suis pas un G-son. Mais au final, voilà, plus je le réécoute, plus je suis en mode non, c'est un excellent album, c'est très solide. On a tout de Itsuji. Alors, je suis pas sûr que ce soit Fukuda qui a enregistré cet album, parce que ça fait un petit moment qu'il est plus dans le groupe, donc le batteur. C'est potentiellement une autre batteuse qui a enregistré, et franchement, les pistes de batterie sont bien. Hein. Du coup, il y a peut-être ça qui joue un petit peu aussi sur le changement. Mix assez normal. Ça aurait pu être un petit peu plus, partir dans des directions un petit peu plus, pas expérimentales forcément, mais se faire un petit peu plus plaisir sur certains choix de texture et d'empilement. Mais l'album est solide, il est trop beau, il est trop mélodique, il est trop fort, vous avez compris l'idée. En numéro 16, et ça prend un peu le contre-pied de ce qu'on disait dans l'intro de cette vidéo, sur le fait que les projets qui soient sortis récemment, on a moins le temps de se les prendre. Et bah celui-là, mesdames, messieurs, il est sorti toute fin novembre. J'ai eu à peine 2 semaines d'écoute au moment où je tourne cette vidéo. C'est Le bruit de la machine à billets de Huntrill. Change d'apparté, change de meuf, comme tu changes de marque de puff. Insolent, nouvelle trappe, fuck les sons de l'époque. Quand je voyage sans legroom, j'ai l'impression qu'on me déporte. C'est arrivé très peu dans ma vie, et notamment cette année. Vous voyez ce moment où tu lances un nouvel album, tu l'as jamais écouté de ta vie, il vient de sortir là, t'es le jour 1, et t'es happé par le truc, les textes t'embarquent, les prods te hantent, tu montes le son carrément. À un moment, franchement, arrivé à la moitié de l'album, j'ai doublé le son et tout ça, c'est juste trop méchant. En plus, je pensais que je commencerais à me lasser un peu de la proposition de Huntrill, parce que du coup, pour rappel, c'est un rappeur du coup français qui a un style qui est tellement à lui, mais qui est très restreint au final, parce qu'il est juste dans l'ego trip, juste dans le flex, et il parle quasiment que du business qu'il fait et de l'argent qu'il fait. Et il est super insensible. Et cette insensibilité, pour moi, elle peut être extrêmement à double tranchant, parce que, en plus, il sort d'une grosse run avec Nouvelle Trappe 2 et Replica 2, qui étaient des albums exceptionnels. Et je commençais à me dire, en vrai, Huntrill, s'il parle que de ça, vas-y, tu vois. Mais en fait, ça fonctionne encore. Alors, c'est peut-être la dernière fois que ça fonctionne autant, mais c'est appuyé par des prods, notamment de Hologram Low, mais pas que, qui sont exceptionnels. Franchement, les prods de ce projet, ça reste très axé sur la trappe, mais ça va chercher des petits samples, des petits pianos, des petits choix de réalisation et de production qui sont toujours un petit peu intéressants ou un petit peu assez subtils en vrai. Il y a une certaine subtilité dans la musique de Huntrill en vrai depuis toujours. Et ce truc-là, couplé du coup avec son côté ultra énervé, ultra insolent, etc., ça fait qu'on a à la fois la méchanceté pure d'une proposition de trap énervée, machin, et en même temps on a toujours des petits trucs à se mettre sous la dent, une sorte de subtilité et d'attention portée aux détails. Il fait le mec qui fait ses albums en mode balèque, si je veux je pourrais être plus haut et tout. Moi je suis sûr que c'est un gars qui bosse de ouf et qui a encore une fois une attention portée aux détails et à la minutie, lui et ses producteurs qui sont vraiment hors du commun. Et l'album est hors du commun, il est trop fort, vraiment, voilà. Il ne me lâche plus depuis qu'il est sorti, et pour moi, il mérite à minima une 16e place. Voilà. Y a pas de mot entre crush et amoureux. Ah ouais. Ouais, pour moi, vu que c'était crush plus... Dès que c'est crush plus qu'une semaine... Pour moi, crush, c'est un crush. Ouais. Ah, genre, tu veux dire qu'il me plaisait, quoi. Merci pour cette take. En numéro 15, j'ai choisi Vianova avec Hit It. Waouh, je l'ai bien dit, je crois. Je crois qu'il y a un petit consensus sur cet album dans le métal cette année, pour dire que c'était un des albums qui nous a un peu le plus mis une claque en termes de sonorité. Cette année-là, je me suis un petit peu reconnecté avec le métal moderne, parce que c'est vrai qu'à la base, je suis un peu plus black et death, puis je suis moins fan des gimmicks chant clair, etc. en général. D'ailleurs, sur cet album, certaines voix un petit peu haut perché m'ont un tout petit peu déplu, mais en fait, cette année, j'ai vraiment essayé de reconnecter avec ce métal moderne, très influencé par l'héritage du gent, et qui va chercher à taper de plus en plus fort et aussi s'émanciper des seuls codes métal. Et en l'occurrence, Vianova, c'est tellement ça, parce que
ils se définissent comme de la dance music avant tout. Donc ça reste un groupe de métal, mais c'est un groupe de métal qui veut te faire danser. Et ils réussissent de fou. Il y a beaucoup d'électro, il y a beaucoup de jeux sur des synthés, etc. Et il y a des breakdowns, les gars, que tu ne vois pas venir arriver, qui sont trop genre intriqués, bizarres, etc. Et en même temps, l'album, il est vraiment fun. Il est vraiment fun, il s'écoute vraiment tout seul. Il y a un séquençage qui est vraiment parfait. Je pense à Two More Hours et Future Nostalgia, qui arrive pile au bon moment dans l'écoute. Un groupe du coup de dance metal de Berlin. On sent beaucoup de Périphérie, ça m'a beaucoup rappelé du Périphérie, qui est très cool et très fun et qui met dans un vraiment bon mood. Donc pour moi, ça mérite quand même encore une fois sa place dans un top 15 et on passe au numéro 14. C'est parti. Je sais pas si j'aurais pu faire un top 20 de l'année sans parler de Haroun Emouri qui a sorti un album cette année. C'est mon artiste préféré, artiste dans la dimension artistique globale, c'est-à-dire non seulement sa musique en soi, mais aussi ce qu'elle incarne, ce qu'elle dégage, son rapport à l'art, son rapport à ses positionnements, son rapport à la politique. Elle a des outfits de fou, elle fait de la danse, elle gueule, elle crie, elle a des concepts super stylés, et elle a une volonté surtout de faire changer les choses dans un esprit vraiment punk, anarchique, qui est formidable, ne serait-ce que juste que ses posts Instagram ou ses stories, je trouve qu'à chaque fois, elle dégage une vitalité que je n'ai jamais vue aussi forte ailleurs. C'est pour ça que c'est mon artiste préféré. Maintenant, cet album, lorsqu'il est sorti, je me suis dit, putain, je suis un peu déçu. Mais je pense que c'est seulement lié à des raisons esthétiques, parce qu'elle a fait le choix avec cet album d'aller vers un truc très électronica, alors ça, elle le fait depuis longtemps, mais qui est volontairement très spirituel, très trance. Et je pense que c'est simplement que moi ça me parle un petit peu moins, et vraiment aussi objectivement j'ai trouvé que, et déjà je le pense encore, en termes de pure sonorité, ça aurait pu aller un petit peu plus loin, être un petit peu plus intéressant simplement en termes à la fois de sonorité, de développement, des motifs, de sons utilisés, de samples, parce que voilà, pour faire un truc qui s'inspire de systèmes indiens, puis d'autres types de musique, d'autres cultures, etc., il y avait plein de trucs à faire et c'est réussi, mais j'étais un petit peu sur ma faim. Mais après je me suis intéressé à cet album en regardant ses thématiques et qu'est-ce qu'il voulait dire. Et par rapport à ce qu'on disait au début, et bah cet album c'est peut-être son ultime album de volonté de faire changer les choses. Alors attends, écola, parce que je suis nul avec les mots, ékolaptomenos, ça vient du grec qui veut dire se transformer, éclore, faire naître un nouveau soi. Et avec cet album, Haroun Emouri a fait un vrai projet conceptuel sur le fait de s'émanciper, de s'arracher entièrement des codes de notre société, de notre système. Pourquoi ? Bah simplement parce qu'il est absolument violent et assassin. Et ça, elle le sait, elle est engagée pour la Palestine depuis toujours, elle est engagée pour tous les génocides, toutes les injustices dans le monde, et elle s'en est jamais cachée, et pour elle, l'art est inséparable de ça. Et elle a raison. Et du coup, le track listing évoque parfaitement ça, et le côté spirituel, et encore une fois, assez trance et électronica un petit peu de l'album, c'est ça. Anointment, le premier morceau, c'est justement l'explosion, la rupture avec le cadre dans lequel on se trouvait à la base. Heaven, juste après, c'est censé être un havre, justement, un havre de paix, dans lequel justement il n'y a plus ces structures-là. Le morceau Terrain Vague, qui est d'ailleurs magnifique, et qui m'a vraiment fait mon année, parle d'un espace sans cadre ni règles, où justement on peut réinventer un nouveau système, des nouvelles règles, des nouvelles lois, et pour plus de justice, encore une fois, et d'égalité. Et bref, je vais pas aller plus en détail, mais on a vraiment 6 morceaux qui nous amènent au morceau Cosmic Egg, qui du coup représente le mieux le titre de l'album, à savoir l'œuf cosmique de renaissance. Voilà un concept religieux, il me semble, ou plus ou moins spirituel, qui évoque du coup ce truc-là de renaître entièrement en tant qu'individu, en tant que société, en tant que peuple, en tant que système. Je pense qu'elle a beaucoup composé cet album par rapport à la Palestine, mais en voulant l'élargir à tout type, encore une fois, d'injustice et à toutes les structures globalement oppressives qui puissent agir dans notre monde. Les 2 derniers morceaux sont un peu plus lumineux et c'est totalement cohérent parce que ça nous parle de renaissance, de destruction dans la lumière, de brûler vos idoles, bref. C'est un album super cohérent et lorsque j'ai vraiment lu toutes les paroles en l'écoutant, et je me suis vraiment imprégné de sa symbolique et c'en est devenu un de mes albums préférés de l'année. Fly, boy, j'arpente le sky quand il tombe je boy. Je réponds pas, je suis concentré sur ma Game Boy. OT2 casse comme si t'avais un M-Bot. Que dans la tête c'est les règles du Game Boy. Excusez-moi, j'appelais le 911. Ils sont bavards à part quand il faut one. Y'a que le froid de l'hiver pour penser mes blessures. En numéro 13, et c'est peut-être un peu un braquage, j'ai choisi Winterlong de TKKF, mais c'est mon top.
Et du coup, ça me rend heureux. Pourquoi un braquage? Parce que le projet fait 18 minutes. On vient de parler d'un album qui en faisait 50 et qui parlait de remettre en question tout le système capitaliste et génocidaire de notre monde. Et là, j'arrive avec un hérisson qui nous parle de ses rêves. Bon, j'aime trop TKKF. Ça a été une énorme rencontre cette année pour moi, que j'ai eu l'occasion du coup de croiser, de recroiser une autre fois, d'interviewer aussi pendant 1 heure et il est super intéressant. C'est un artiste du coup hyper pop, rap, digicore, un petit peu foufou. Et surtout, pourquoi je le mets en 13ème, c'est aussi une manière de souligner son travail global sur cette année, parce que il s'est quand même buté, le TKKF. Il nous a sorti 8 singles pour un petit projet qui s'était donné pour mission de faire, et les 8 singles sont exceptionnels, du Marjolina, du Reflet, du Juste après l'orage, avec des prods, notamment encore une fois de Seraphim, qui est vraiment exceptionnel. En 2025, TKKF a vraiment affiné son style, il a vraiment atteint un genre de fin de premier arc, et d'ailleurs dans l'interview on en a parlé de ça, que maintenant il passe un petit peu à d'autres projets, etc. Et pour revenir à Winterlong, c'était du coup son projet sorti en tout début d'année, que j'ai trouvé génial ici, mais c'est vraiment ce projet-là, même si Toon World est exceptionnel, qui m'a fait vraiment prendre, vraiment, encore plus, le train de sa proposition, avec du Astro Boy, du SSX Tricky, des morceaux qui sont vraiment stylés, très méchants quand il veut, ces morceaux en général avec des prods acides, je suis totalement client. Et puis de l'autre côté, on a la balade La Dame dans la neige, qui est formidable, qui est son morceau préféré je crois, qui nous montre son côté vraiment très touchant et très poète en réalité, et très à fleur de peau et très sensible. C'est vraiment quelqu'un qui observe les oiseaux sur les branches, qui est sensible au parfum d'une rue ou de tout ça. Et en l'occurrence, la Dame dans la neige, c'est un rêve qu'il a beaucoup fait et qui nous a mis en poème. Parce que son rapport à la musique, c'est vraiment très poème. Donc voilà, bref. Winterlong est un projet que je trouve vraiment cool, très complet, pas de skip, j'ai pas cité des Bayas, des Expéditions Franklin, etc. C'est vraiment chouette. Et de manière générale, on a eu une vraie année TKKF pour moi, très fructueuse, très chouette. Il a bien travaillé et il m'a vraiment accompagné tout du long de l'année. Donc, je me devais de remercier ça en vrai et le mettre en 13ème position. On va passer à numéro 12. Voilà. Ouais, petite sœur! Tous les jours je bois, je smoke, j'arrive pas à sortir de la peau. 15ème DM qui me dit carré, de monter la boule. Un jour de plus où j'imprime sur les boîteurs qui me guettent bouilles. MNG blanchir les pneus, c'est comme pour détourner le bois. Cut Force d'Algo de Petite Sœur, qui est un de mes albums préférés de Petite Sœur, si ce n'est mon album préféré, mais en vrai, Nouvelle Économie, ça se tape. J'aime trop cet album, je sais que c'est pas le cas de beaucoup d'entre vous, mais j'ai plein de raisons à ça. Déjà, ça m'a fait un peu kiffer que c'est un album que j'aimais pas trop au début. Je suis pas trop rentré dedans. Bon, déjà, il est volontairement cryptique, et ça, c'est cool. On en reparlera, mais en gros, elle sortait notamment de K-Fab Chimera, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus, ça parle de FNAF. Il y a 2 morceaux qui sont pour moi les plus faciles d'accès de sa carrière, qui sont K-Fab et Sœur Location. Donc un peu genre emo trap, et l'autre ultra trap, un peu gros sabot. Et là, elle nous sort un projet avec des titres en glitch text, sur la thématique de Zalgo, qui est une creepypasta, et d'ailleurs aussi le nom des textes codés, etc. comme ça. Donc on comprend même pas ce qu'on lit, et les prods, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on comprend même pas ce qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on a des prods qui sont vraiment vomitives. Je pense à Anthony Fantanil, mais qui sont devenus parmi mes morceaux préférés. Stage 12, Tubular aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Et quand je dis vomitive, c'est vraiment pas négatif, au contraire. C'est-à-dire que vraiment, les prods, elles crachent. Les prods, elles dégueulent, elles dégoulinent, elles bavent. T'as un grain, une texture qui t'accompagne tout le long de l'écoute. Et il faut souligner le fait que c'est Petite Sœur entièrement à la prod sur cet album. Et c'est une autre raison pour laquelle j'adore cet album. Parce que c'est du 100% Sœur, 100% Propane, de A à Z. C'est ses textes. Il y a juste un feat avec Sim. Normal. Et c'est ses prods. Et je trouve que, vu qu'elle a commencé dans le beatmaking à la base, et là, on a vraiment la forme finale, pour moi, de son rapport à la production. C'est très énervé. Il peut y avoir des influences reggaeton, trap, metal, selon moi, très punk des fois. Et le tout est à la fois super cohérent. Et il y a des trucs très hyper pop d'ailleurs. Je pense notamment aux 3 morceaux de la fin. Le petit concept Eternal Radio, qui est super cool, et qui est d'ailleurs un petit peu plus mélodique. Il y a des petites top lines, etc. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle teste un truc, ça marche. Genre quand elle fait des top lines et des mélos, c'est trop cool. Genre en vrai, les Eternal Radio, ils sont trop catchy, ils sont trop beaux, ils sont un peu stellaires et genre rétro-futuristes, c'est trop marrant, tu vois. Et puis voilà, encore une fois, il y a que des bangers, encore une fois, Anthony ou Stage 12, bref. Album de zinzin. Encore une fois, un peu court, donc certains pourraient un petit peu dire que ça mérite peut-être pas un top 20, mais pour moi, ça mérite un top 20 largement, et même une position assez haute. J'adore Zalgo, j'adore Petite Sœur, évidemment, vous connaissez la maison. On passe au numéro 11. Channel You de Ryoku Shaka. C'est l'abréviation de Ryoku, Shoku, Shakai, qui est un groupe que je suis depuis quelques petites années, qui s'était fait vraiment connaître avec Be a Flower, Hananinate, qui était l'opening de Les Carnets de l'Apothicaire.
Pour moi, le meilleur morceau de 2023 et un des meilleurs morceaux de J-Rock que j'ai entendu de ma vie. C'est une leçon de composition, ce morceau, on pourra en reparler franchement très longtemps ensemble. On le fera sûrement un jour. D'ailleurs, Bioflower apparaît dans cet album. Pourquoi ? Parce que cet album, c'est la résultante des 2, voire 3, voire peut-être 4, non peut-être pas 4, mais 2-3 dernières années du groupe. On a des singles du coup, comme celui-ci qui était déjà sorti avant, et on en a plein d'autres. Le tout au service d'une thématique conceptuelle en filigrane tout du long de l'album, à savoir ce truc de Channel You, de genre on change de chaîne à la télé, ça change de personnalité. Ce truc-là est incarné symboliquement dans l'album avec carrément des tracks qui nous parlent même de ça. Genre il y a une track où ça change littéralement de chaîne. On en avait parlé un petit peu sur les réseaux à l'époque où c'était sorti, donc peut-être je vous invite à checker la vidéo. Et de manière générale, pour reparler de musique, Nagaya est une frontwoman de zinzin. Elle a une voix extrêmement puissante, extrêmement stable, extrêmement mélodique, extrêmement évocatrice, des top lines de ouf. Les 3 autres membres, ils sont exceptionnels. Pépé au clavier, elle est trop cool. J'ai oublié le nom des autres, mais le guitariste est exceptionnel. Ça joue trop bien. Les arrangements, les gars, c'est un truc de ouf. Parce que pour rappel, on est sur du pop, rock, orchestral. Il y a des morceaux un peu plus rock qui tâchent, il y a des morceaux très électroniques, genre Player One. Et à chaque fois, c'est une réussite de ouf. Ils réussissent vraiment à blend, à mélanger les styles d'une manière qui est super impressionnante. Et l'album, il fait 56 minutes. Et les morceaux les plus orchestraux et quasiment symphoniques en réalité, ils sont ultra prenants. On a des énormes ballades, les gars. Du glockenspiel, des cordes, des vents, des cuivres et tout. Avec l'espèce de voix de Nagaya trop puissante. Le tout dans une prod qui est léchée, qui est limpide. On entend tous les instruments. En même temps, il y a du cachet quand même, il y a du charme, il y a du grain. Et puis les morceaux et les compos sont génialissimes. Franchement, pour moi, énorme highlight de l'année qui mérite une vraie haute place dans un top album. Du coup, voilà. On fait une petite pause ? Vas-y. Qui est trop beau, toi. T'as vu ? Oh oui. Oh oui. Ah, non. Je pense qu'il a l'air en mode... Non, il veut pas. On rentre dans le top 10 enfin de ce petit top annuel avec un album qui est exceptionnel. Un album qui est berçant, qui est voluptueux, qui est fait avec une minutie comme je n'ai jamais entendu ça. C'est Luminescent Creatures de Ichiko Aoba, qui est du coup une chanteuse japonaise, qui officie dans un style très soundtrack, très folk. Tout du long de l'écoute, c'est vraiment comme si on flottait dans un environnement surréel, aquatique. C'est une espèce de voyage entre impressionnisme et encore une fois voilà un petit peu surréalisme, etc. Il y a des jolis détours harmoniques qui font un petit peu, encore une fois un petit peu OST de film, avec voilà des espèces de tensions à des moments un petit peu sympas. Et puis il y a surtout, comme on disait, une minutie, les gars. Genre j'ai vraiment rarement entendu ça. En fait tu peux pas, quand t'écoutes cet album, ne pas l'écouter avec un degré de détail et d'attention énorme. Genre vraiment cet album, c'est le genre d'album, t'entends une note de piano qui est jouée, t'entends genre le bruit de la pédale, le marteau et tout. C'est juste rempli et bourré de textures, de détails et d'attention. Et c'est pas juste de la branlette. C'est vraiment pour servir le propos et surtout le mood, à savoir encore une fois un truc qui est berçant, qui est un petit peu surréel, qui est très onirique en vrai. D'ailleurs à ce sujet vraiment, si vous ne connaissez pas Ichiko Aoba et que vous êtes sujet à de l'anxiété, à des crises ou même à des insomnies, tout ce genre de petites choses agréables, et bah franchement juste tapez Ichiko Aoba playlist ou relaxing ou que sais-je et ça peut vraiment aider. Genre c'est vraiment une artiste exceptionnelle. Cet album là du coup, le Luminescent Creatures, fait suite à Windswept Adan, je crois, qui était sorti 4 ans avant et ils ont mis 4 ans à le faire. Ah oui, je dis on parce que Ichiko elle bosse avec Taro Umebayashi qui est du coup producteur, arrangeur, compositeur, etc. sur de manière générale avec elle. Et ça fait 4 ans qu'ils sont sur Luminescent. Et c'est pas 4 ans où ils ont fait plein d'autres trucs, etc. Et c'est pour ça, tu vois. C'est vraiment 4 ans de travail minutieux, rigoureux et non pas acharné, attention, hein, mais juste voilà, progressif et dans le détail, tranquillement à leur rythme. Et ça a pris 4 ans. Et ça, ils en parlent en interview, c'était long, parce qu'encore une fois, c'est un gros projet. J'ai vraiment voyagé avec cet album tout du long de l'année, depuis le moment où il est sorti. Et pour moi, il mérite vraiment un top 10 si ce n'est plus. Donc voilà, pour le numéro 10. En numéro 9, on a The Armed,
j'ai pas beaucoup parlé de The Armed ici. Je les ai vus en concert, c'était un de mes concerts favoris de ma vie. J'ai même eu très très peur à ce concert. C'est un groupe de punk, mais un groupe de punk particulier. Ils sont beaucoup dans le projet. Ils avaient à moitié une identité secrète un moment. Maintenant, je crois qu'ils ont un petit peu délaissé le truc. Globalement, c'est maximaliste as fuck, mais genre vraiment ultra maximaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment la limite d'être imbitable et d'être une sorte de démarche artistique pseudo-intellectuelle à la con, sauf que c'est jamais ça, et c'est ça le vrai tour de force de The Armed. On a des layers de synthé débiles, on a des voix qui sont noyées, on a des passages avec des espèces de rythmiques de batterie métal extrême, punk, des traitements sonores qui ont aucun sens, genre la voix qui est tout derrière, des espèces de guitares, il y en a genre 40 qui sont tout devant, puis un moment où ça part, où tout s'arrête, et il y a une espèce de moment balade, et puis franchement sur le papier c'est juste vomitif, et c'est beaucoup trop, et c'est de la branlette encore une fois, sauf que vraiment c'est pas ça. C'est même tout le contraire, The Armed, c'est vraiment une intention artistique basée sur l'ancrage dans le réel. Petit parallèle avec l'album de Haroun Emory dont on parlait juste avant, qui a tout un concept autour de la rupture avec le système, avec le capitalisme, avec tous les problèmes et les affrosités de ce monde, les génocides, etc. Et bah, ici encore une fois, on est sur un concept album qui se veut en rupture avec la société actuelle, mais plus dans un style très matérialiste que ce que nous faisait Haroun, dans un style un petit peu plus, en l'occurrence, un petit peu plus presque spirituel et imagé, bien que très ancré dans le réel. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en termes de proposition artistique et de sonorité. Ici, avec The Armed, on est vraiment sur un truc qui est voilà, purement matérialiste. On a un clip, du coup, pour ce dernier album, qui c'est juste 2 hommes qui se battent à mort pour un jet ski. Donc on est vraiment dans la représentation pure et sans artefact du capitalisme et de juste la stupidité et le non-sens du monde actuel. Je crois qu'ils sont aussi beaucoup basés sur la haine des réseaux, du doom scrolling, etc. La perte de sens, la perte d'ancrage au réel. Et cet album a été fait avec une violence, du coup, et une haine envers tout ce système-là. Et en fait, ça en fait un album extrêmement touchant, et qui en plus, à l'instar de tout ce qu'ils faisaient déjà avant, et notamment leur dernier album que j'avais adoré, ne se prive pas d'avoir des morceaux exceptionnels, avec des top lines exceptionnels, des espèces de moments d'élan mélodique et genre des paroxysmes à tout va. S'il y a un truc à retenir pour moi de The Armed, c'est le mot lumière. Et ça peut paraître un petit peu paradoxal vu le côté ultra fou et presque oppressant du groupe et de purement ses productions. Mais en réalité, ils réussissent dans leur violence à apporter une lumière, mais une lumière qui est à double tranchant, qui est presque aveuglante, qui est presque attaquante. Genre c'est un truc où la lumière elle te fait presque souffrir et en même temps elle t'élève, et il y a cette vitalité qui t'habite et qui prend tout ton corps et ton âme. C'est un groupe qui n'a pas d'égal d'ailleurs, je connais aucun groupe qui sonne comme eux. Donc voilà pour un numéro 9, bien mérité encore une fois. Passons au numéro 8. J'achète des mères, toi, à tous mes proches. T'es entouré de l'Allemagne. Tu te trompes si tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Je bénis chaque matin que je vis. Je maudis chaque matin que je vois. Je prendrai le maximum de liquide jusqu'à ce que ma passion me noie. Je trouve que c'est l'ultime album de rap francophone de l'année. Déjà en termes de thématiques abordées, on a le rapport à l'Érythrée, donc à l'Afrique, à l'immigration, à sa famille, à ses parents, au rapport du coup Occident-Afrique, au rapport dominant-dominé. On a un rapport à la famille aussi, avec notamment le sujet de la séparation de ses parents, et on a surtout beaucoup de références et de lines placées sur le rap, et sur l'amour du rap. C'est quelqu'un qui rappe depuis toute sa vie, c'est quelqu'un qui aime le rap plus que tout. Il y a des refs à plein de rappeurs et à plein d'esthétiques du rap, autant dans les samples utilisés, les trucs de batterie, que dans les phrases qu'il fait, les phases, etc. D'ailleurs, à ce sujet, en tant que personne qui n'a pas grandi dans le rap et qui s'y intéressait par la suite, ça me fait trop d'empathie et je suis très touché d'entendre l'espèce de répétition de « je suis dans le rap depuis qu'il est moche et pas à la mode ». Je suis dans le rap depuis qu'il est moche et pas à la mode. Et pour l'avoir vu en live, ce truc où t'as des milliers de personnes qui chantent ça, et voilà, encore une fois, perso, je suis en mode putain, moi c'est pas mon cas, mais du coup ça me rend trop heureux. Je suis en mode voir la victoire quelque part d'une culture. Bon, je sais que ce discours-là est déjà un petit peu dépassé de ouf, hein. Mais la victoire d'une contre-culture, d'une musique qui incarne tellement de choses, et je trouve que Myros est vraiment une espèce de posture qui représente de ouf ce truc-là, tu vois. Et qu'est-ce qu'il est sympathique, genre franchement, si vous l'avez pas vu, allez voir son combini. Je crois que c'est Sandra Gomez qui l'interview. Le mec à la fin, il a encore faim. Genre carrément il dit genre ah non c'est déjà fini et tout. C'était dans un je sais pas comment ils appellent ça, music club ou un truc comme ça. Et en gros il parle de ses références, etc. Et on pourrait l'écouter parler des heures. Il est trop sympa, il est trop marrant et il est trop cultivé. Et il a encore faim à la fin. Genre il est en mode non c'est pas déjà fini, etc. Les gars on peut continuer. Et d'ailleurs ce truc là de avoir encore faim et toujours faim, pour moi ça le représente tellement bien.
Et c'est le cas depuis le début de sa carrière, c'est un mec qui en veut. Et ce mec ne semble jamais fatigué. Quand tu regardes des vieilles archives de lui, gamin ou plus jeune, etc., à Genève, etc., parce que oui, du coup, il vient de Genève. À chaque fois, c'est impressionnant, genre... il s'est toujours battu avec le sourire pour ce truc-là, tu vois. Et du coup, putain, genre... je sais pas comment dire. Et oui, en termes de sonorité aussi, du coup, c'est Hôpital à la prod, qui est son frère. Et je trouve c'est cool parce que il y a, encore une fois, à l'instar de ce qu'on disait sur ce qui représente My Hero, et bah là, dans les esthétiques, dans les styles de prod, etc., on a une grosse versatilité, on a beaucoup de diversité, et aussi des trucs qui s'envoient un petit peu à côté, quoi. Il y a des trucs rock, des morceaux un peu plus électro, aux côtés de morceaux super boom bap à l'ancienne, avec des samples à l'ancienne, ou des trucs comme ça, beaucoup plus rap et tout. Et en plus, je trouve que Hôpital a un style de prod qui est vraiment à lui. Donc l'album a aussi ça comme espèce de plus-value que d'avoir un timbre à lui, quoi. Du coup, bref, la fièvre pour toutes ces raisons. Dinguerie. La conclusion un peu gaze. En numéro 7, l'équipe. Là, c'est important. Qui me suit depuis le Hellfest, là? Qui m'a vu partir en Circle Pit, partir en folie totale du ciboulot sur Death Heaven? Parce que Death Heaven, j'ai toujours dit c'est l'album de l'année. Enfin, j'ai toujours dit depuis un an, du coup. Bon, c'est pas l'album de l'année, c'est numéro 7. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, c'était dur cette année, c'était dur. Contexte. Black metal, de hipster. Black gaze, donc un spi shoegaze, un spi un peu post-rock, un spi un peu progressiste aussi dans les thématiques, dans l'intention artistique, etc. C'est un groupe trop cool, qui s'était un petit peu écarté du pur black metal et un petit peu plus de la violence avec les derniers albums, parce que pour rappel, c'était vraiment Sunbather qui les avait fait péter et qui avait vraiment apporté aux oreilles de tout le monde et de toute la scène black metal et metal extrême, mais en général, leur proposition Black Gaze dans cette pochette rose et ces morceaux si incroyables. Et là, c'est le retour un petit peu de cette ambiance-là, de cette réelle plus-value du groupe, après 2 albums, je crois, qui étaient partis un petit peu explorer d'autres choses, et ça fonctionne tellement bien. Du coup, on a des éléments black metal, évidemment, à foison, blast beat, trémolo de guitare, double pédale, du cri black, donc plutôt aigu, noyé dans la reverb. Donc voilà, toute cette esthétique-là, mais mélangée à des trucs, une production qui est incroyable. Parce que la production pour les albums de black metal, moi c'est un truc, je suis très attaché à ça. Je suis pas si fan du black très old school, vraiment true black, etc. Parce que je suis pas non plus un bandeur de lofi, tu vois. Mais je suis pas non plus si fan souvent du métal extrême très moderne. Là pour moi ils ont réussi à avoir un album qui est parfaitement dans la jonction et parfaitement dans une production qui est exceptionnelle. Les thématiques aussi, quand on disait que c'était un peu progressiste, il y a qu'à voir la pochette, hein, ça évoque la prostitution. L'album s'appelle Lonely People with Power, ça veut dire les gens seuls, isolés, mais avec du pouvoir. Ça évoque les thématiques sexuelles, les thématiques de rapport au corps, d'abus, et ça parle même de féminisme. Je pense notamment au morceau Body Behavior, qui m'a trop touché. J'avais pas du tout anticipé le fait d'écouter dans ma vie un album de black metal qui m'amène sur des thématiques comme ça. Du coup, ça m'a touché en plein cœur sur plein de choses qui font qui je suis. Et parce que le black metal, qu'on se le dise, voilà, c'est pas là où on a ces thématiques-là en général. On est même plutôt dans des thématiques un peu plus bressons. Est-ce que je peux parler du timbre de la voix qui me transperce? C'est, je crois, cette année, la voix qui m'a le plus transpercé. Je pense au morceau d'Oberman, qui est un de mes morceaux préférés maintenant de la vie, je pense. Avec vraiment certaines petites inflexions de voix, certaines petites top lines des fois, qui vont coupler du coup à ce grain et à ce type de cri et à cette prod. Franchement, me déchirer le cœur. Ah oui, puis il y a quelques influences hardcore sympas. Il y a des bons petits breakdowns, des bons petits cassages de riffs et tout là. C'est vraiment chouette. Voilà, numéro 7. On enchaîne avec le numéro 6, bordel. C'est un de mes groupes préférés de la vie entière. Je vous en ai même pas tant parlé que ça. De toute façon, j'ai un problème. Les trucs qui m'ont vraiment touché de ouf dans ma vie, je vous en ai pas tant que ça parlé. Tu connais, je suis mystérieux, tu vois. Très peu mystérieux. Alors, Child Spot, c'est un groupe de pop rock formé en 2019. C'est des jeunes, ils sont nés en 2002. Et putain, je suis impressionné de leur maturité musicale. C'est-à-dire que les choix musicaux qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils résultent d'années et de décennies de prise de maturité et de bagage musical et culturel. On sent que c'est des gens qui ont écouté beaucoup de musique. Il y a de la soul, il y a de la funk, il y a du jazz, il y a un petit peu de rap, il y a du rock.
Et le tout est mélangé dans un truc trop bien mélangé avec une prod vraiment léchée. C'est globalement très enveloppant, Child Spot. Et ça, c'est notamment dû à Hyune, la chanteuse, qui a une voix, encore une fois, assez soul, assez plutôt basse en tessiture et très ronde, très très chaleureuse, mais qui va, classique du J-rock, savoir aussi nous faire des belles mélodies très très hautes, très élancées et très vallonneuses. Parce que c'est ça aussi, moi, que j'attends d'un projet de J-rock quand même. Et ce mélange entre du coup ces différentes influences et ce truc tantôt enveloppant et chaleureux et rond, dans des morceaux un peu plus longs parfois, et ce truc très rock, très élancé, très uplifting, bah putain, c'est trop bien géré chez Child Spot, et ce notamment à l'échelle d'un album, avec le séquencing et avec la diversité des morceaux. Et en ce qui concerne les albums de Child Spot, leur dernier c'était Portrait, qui était sorti en 2023, qui était un de mes albums préférés de l'année. Je trouvais l'album génialissime, on aurait dit un best-of. Et Handmade, quelque part, au début je trouvais qu'il y avait un peu moins de bangers dessus, il y a moins le côté best-of, mais en fait non, c'est tout aussi impactant, et c'est même encore un cran au-dessus en termes de maturité, de production, de culture musicale. Du coup voilà, pour moi ça mérite un top 6. Mais bon, vous me connaissez, hein, donc voilà. Et on va rentrer dans le top 5 les gars. I guess it's getting fucking real. Oh oui, Yuragi. In Your Languages de Yuragi, c'est un des meilleurs albums de l'année, c'est du shoegaze japonais, un groupe formé en 2015 entre Tokyo et Osaka. Ils nous avaient déjà pondu une discographie formidable, le premier EP Nightlife, il y avait déjà plus que du potentiel, j'allais dire potentiel mais non, c'est déjà juste exceptionnel. Le timbre de voix de Mirako est dingue, sa finesse, ses mélodies et en même temps sa chaleur, le tout noyé dans des murs de sons de guitare, vraiment l'habitude du shoegaze. Mais ils avaient aussi su et voulu, je pense, s'écarter vraiment des simples stéréotypes du rock, en allant chercher beaucoup aussi d'influences aux côtés de la musique électro et ambiante aussi. Et avec In Your Languages, on a vraiment l'aboutissement de ça. La première track, c'est un build-up de 8 minutes, ambiant, textural. Franchement, les textures de cet album. On parlait avec Ichiko Aoba tout à l'heure de voilà, si jamais vous avez besoin d'un truc pour calmer une certaine anxiété ou que sais-je, foncez sur ce premier morceau aussi. Il est exceptionnel. Et il te met totalement dans le mood et dans la vibe pour ce qui va suivre, à savoir quand même un album un petit peu plus stéréotypé du rock quand même, donc avec des structures, des refrains, des mélodies, etc. Mais avec une attention portée sur des textures denses, complexes et ambiantes, qui est vraiment dingue. Le premier morceau fait très Portishead, fait très trip-hop, avec une descente 1 bémol 7, 6 bémol 6, 5, pour ceux qui voient. Personne voit. Tout le monde voit. D'ailleurs, l'album a aussi justement tous ces petits relents pop-rock, soul, blues, avec d'ailleurs beaucoup d'implémentations parfois d'orgue ou de synthé, justement pour complémenter un petit peu ce spectre-là. Et l'ensemble du coup de ces styles, ça en fait un album qui est super riche, mais ultra clair et ultra cohérent pour autant. C'est Shinya Ogino à la production, rec, mix et master. Et évidemment que la prod de l'album, c'est l'espèce de sublimation de ce travail-là. Évidemment qu'on pourrait pas avoir en top 5 un album qui, avec toutes les bonnes intentions du monde, a une prod qui ne suit pas. Et là, c'est le cas. Plus l'année avance, en plus je me le remets, l'hiver approchant, là, je me le suis remis à fond. Et c'est un album qui, je pense, là, on commence à arriver dans ces albums-là, un album qui, je pense, ne me quittera jamais. Parce qu'évidemment, on fait les malins à faire les tops de l'année, mais c'est rare les albums qui, 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans après, tu te replonges dedans. Et je pense que In Your Languages, au moins sur quelques morceaux, notamment Oppressed ou le premier, etc., ça va rester pour moi. Donc voilà, pour ce numéro 5. Et puis passons au 4. Pareil, à partir de là, je vais me répéter, mais c'est un album, je pense, qui ne me quittera plus. If Not Winter, de Wisp. Putain, c'est quoi ça? Là, c'est vraiment... Il est sorti le 1er août. Carrément, je me rappelle de la date, j'ai même pas besoin de bosser, j'ai même pas besoin de lire. Quand il est sorti, je me suis directement dit, c'est quoi ça? C'est trop bien. Wisp, c'est une chanteuse américaine qui n'a que 21 ans. Ça commence aussi à me matrixer, ces histoires d'âge là. Mais 21 ans, je fais un truc aussi mature. Franchement, c'est exactement ce qu'on disait sur Child Spot. C'est-à-dire que l'album, on dirait que c'est des gens qui ont passé 50 ans à écouter de la musique, à la digérer avant de la régurgiter dans un projet comme l'aboutissement d'une carrière. Sauf que là, la go, elle a 21 ans, tranquillette, pose ça. C'est son année, c'est juste son année. If Not Winter, c'est un disque de shoegaze qui a
tellement de personnalité pour autant, parce que le shoegaze c'est un style qui peut être très 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 stéréotypé à sa manière, ce qui n'empêche pas d'avoir des excellents albums, mais elle a une voix genre dream pop, très 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 noyée, très pleine de reverb, très pas cute, mais ouais, vraiment dream pop, genre un petit peu sous-joué en vrai, très très sous-joué même. Et puis il y a ces murs de son, de guitare qui sont très 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 puissants et surtout violents. Et c'est vraiment ça moi qui me marque avec ce disque, c'est ce rapport entre sa voix toute dreamy et sous-jouée et sous-interprétée et la violence de la prod qu'il y a derrière. Je parle des guitares qui sont vraiment genre agressives, qui sont genre vraiment chaudes, directes, et il y en a évidemment 40 par partie, par track. Et les drums aussi, les drums tapent quoi. Genre on n'est pas sur un truc, typiquement Yuragi tout à l'heure, c'était un petit peu plus, l'ensemble était un petit peu plus traité de la même manière. Là on a vraiment la voix qui est comme tombée au fond d'un puits de violence. C'est pas non plus extrêmement violent, mais vous avez compris, c'est très intense. Dès le premier morceau, Sword, j'ai compris qu'on était sur un truc, tu vois. Genre, le drop arrive, on a une espèce évidemment de build-up très textural avec 15 000 guitares qui font de la texture, etc. Et là, d'un coup, t'as une espèce de petit rise et ça pète. Et quand ça pète, genre, qu'est-ce que j'écoute, quoi. C'est trop bien. Et il y a des choix aussi de composition, quand on parlait de maturité, qui m'ont vraiment tapé dans la gueule. Je pense notamment à Guide Lights, qui a un ralenti. C'est con l'idée d'un ralenti, hein. C'est vraiment con. Imaginez le riff, on le ralentit comme ça, c'est plus lourd. Oui, d'accord, ça fait depuis l'humanité qu'on fait ça. Mais là, les gars, écoutez Guide Lights, il y a un moment où ça ralentit, tu peux pas ne pas grimacer, genre, tu peux pas ne pas transpirer, genre avoir presque le ventre qui se noue, etc. Genre, c'est trop bien réussi. Je sais pas, il y a une magie de ouf avec cet album. Incroyable, production incroyable, il s'écoute tout seul. L'artwork est sublime, on n'a pas assez parlé des artworks aujourd'hui. L'artwork est magnifique, et encore une fois, évidemment, à ce niveau-là, de toute façon, vous l'aurez compris, mais l'artwork, il est totalement dans la cohérence avec la proposition, dans ce truc un peu flou, un peu beau, un peu bleu-vert, et en même temps, qui a beaucoup de grains. Bref, Wisp, album de l'année, on peut le dire à partir de maintenant. En numéro 3, quand ce truc-là est sorti, je me suis dit c'était l'album de l'année. Sorti en mai, c'est Animaru de May Semones. Cet album, c'est une singularité. C'est un mélange qui n'aurait jamais existé si cette personne qui est May Semones n'existait pas. On a une chanteuse guitariste américaine, à moitié japonaise, de sa maman, qui sort de la Berklee. La Berklee, c'est une école de jazz ultra populaire, genre la numéro 1. Et ça nous pond des espèces de machines de jazz modernes, contemporains, à l'appel, des mecs qui jouent terrible, qui peuvent être ultra techniques avec leur instrument et qui en général montent des projets. Et en général, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être un petit peu aseptisé, ça peut être un petit peu dans la hype du jazz du moment, suivant les trends dans le jazz, etc. Puis c'est aussi des élèves, des anciens élèves, donc il y a ce côté un petit peu prouvé, etc., qui peut sortir de leur projet. C'est pas le cas de May Semones, alors qu'on est sur une des meilleures guitaristes de la génération. Mais bref, commençons par le commencement. Déjà, c'est un album du coup de jazz, mais aussi de bossa, mais aussi de folk, mais aussi d'indie et de rock. Et on navigue entre tous ces univers avec une cohérence qui est paradoxalement évidente. C'est genre quand on écoute, c'est juste évident. Parce que c'est sa culture, ses influences. Et d'ailleurs, il y a aussi, et dans ses influences, il faut le citer dès maintenant, le côté Japon, du coup, et le côté notamment du Japon, kawaii. Ça se ressent musicalement, évidemment, dans certaines petites mélodies, ou certaines... Il y a beaucoup de cuteness dans sa musique, mais ça se ressent aussi dans ses outfits, et même dans sa pochette qui a été faite justement par sa maman. Bref, en termes de sonorité du coup, c'est ultra mignon. La prod, commençons par là, elle est absolument limpide, elle est absolument claire. On entend absolument tout, sachant qu'il y a un violon et un alto dans le projet, en plus du trio que forme du coup May, guitariste, avec son contrebassiste, bassiste et son batteur. Et puis, en termes de prod, il y a aussi quelques petits ajouts de percussion parfois, ou de double voix, mais c'est léger, c'est juste pour complémenter. Ce qui d'ailleurs en fait un album très 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 bien pour faire la jonction entre jazz et production un peu plus moderne, voire pop, hein. Et elle est extrêmement technique, comme on disait. Il y a des phrases de guitare qu'elle nous pond. Moi j'ai pris mon bol. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'elle s'empêche pas d'être dans la technique et de balancer des grosses phrases de bâtard. On entend son influence très jazz manouche, grande époque, Django évidemment, mais aussi
Voilà, ces disques entre guitare et violon, parce qu'en plus, du coup, comme on l'a dit, il y a un violon sur l'album, etc. Il y a le côté jazz latin, évidemment. Et il y a le côté bebop avec des phrases à la il y a le côté bebop aussi. Putain, je galère. Franchement, À la quoi? Charlie Parker, je veux dire. Ouais, on coupera. Et puis il y a le côté bebop aussi. Charlie Parker, par exemple. On l'a faite, cette phrase. Plein d'influences jazz. Et d'ailleurs, ouais, parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Mais du coup, le fait d'avoir des influences jazz un peu à l'ancienne maintenant, hein, bebop, manouche, etc. On est sur les années 50, 60. Dans un album qui est si moderne et qui aussi porte toute la culture de May, etc. Et qui nous ramène du rock et de l'indie, etc. Un album qui est super cute, avec un peu une culture jap. Putain, mais genre c'est incroyable. Quand je vous disais justement au début que c'était genre la seule personne qui pouvait nous prendre un album comme ça, bah on y est quoi. L'éléphant dans la pièce, évidemment, tous les morceaux sont exceptionnels. Ils sont trop beaux, les top lines sont génialissimes. À chaque morceau que t'écouteras sur cet album, tu te diras c'est lui le single. Mais non, c'est pas le cas. C'est juste un album de single, c'est un album trop fort. Et il est sorti en mai, et c'est d'autant plus dans ce contexte-là que je me le suis pris, et je tiens à le dire parce que ça peut être important des fois, les saisons et les températures et tout. Il est sorti sur une fin de printemps, début été, et les journées s'allongent, la température augmente un petit peu, tu commences à sortir en pull et tout, et cet album-là est sorti, et franchement ça a fait totalement la soundtrack de cette période-là de l'année. Du coup c'est un album qui est franchement déjà ancré en moi, de manière certaine pour l'année 2025, mais indéniablement, Animaru est un album qui ne me quittera plus jamais. Je sais pas pourquoi je parle comme Squeezie 2017. Top 2. Top 2. Je sais pas pourquoi, moi, j'aime bien les top 2. Plus que les top 3. Il y a une espèce de dualité en haut du podium chaque année qui me plaît. L'an dernier, c'était Ado et Charli XCX. Cette année, ça commence évidemment avec un album que vous attendez tous en numéro 1, mais ce ne sera pas numéro 1. Intérimaire, on sait tout faire intérimaire. SFN périmère, on va t'enterrer merde. En tout cas, planche, on va le marteau, c'est ça. Sur FEM, on n'exauce pas les souhaits. On crache à la gueule du CEO. Je fais le gaillard, il dépasse pas les souhaits. Il a rien dépassé. En 4 mesures, Bissal l'a déjà perdu. Sur FEM, tu retraces pas la perte. Bon, on en a beaucoup parlé. On a fait des TikTok, on a fait des reels, des machins. C'est cool d'en reparler maintenant, parce que on a un petit peu plus de recul. Il est sorti le 10 octobre. Resituons un peu dans le contexte. Petite Sœur, c'est une rappeuse et productrice qui a commencé sa carrière vraiment à 100%, on va dire, avec le côté rap, etc. en 2023, même si elle faisait déjà des prods depuis quelques années. Et Femme Togo, c'est un petit peu pareil, c'est 2022, son premier album, One Man Army, avec Néofront à la prod. Il était dans un style warfare music, des samples de guerre, de jeux de guerre, etc. Et un style super agressif, super belliqueux, etc. Et puis, par la suite, il a fait un peu d'autres trucs. Baby Hayabusa, déjà dans un style un peu plus pop, funk, électro, etc. Love. Puis, même sous Femme Togo, il s'est un petit peu amusé à faire d'autres ambiances. Je pense notamment cette année à Franc-Tireur Partisan, dont on en a beaucoup parlé, qui est dans un style beaucoup plus boom bap, etc. Donc voilà, artiste très 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 complet. Et de son côté, Petite Sœur, c'est un rap très numérique, très putride, très punk. C'est une meuf trans, prolo, qui regorge de références à Internet, à une certaine marginalité, à un certain isolement. Et elle aime bien en plus jouer de ce côté cryptique, mystérieux, etc. Et elle est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente. On en a parlé un petit peu plus tôt dans le top avec Cut for Zalgo. On connaît ses prods, on connaît son rap, on connaît son univers. Est-ce qu'on s'attendait à avoir la réunion des deux? Déjà, pas du tout. Je pense que le dénominateur commun entre les deux, c'était Néofront, qui a prodé à la fois pour Petite Sœur, on peut penser à Red Sun ou à Nouvelle Économie, et qui a prodé avec Femme Togo depuis One Man Army. Et bah du coup là on a les trois sur un disque. Et c'est incroyable. Mais non seulement c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai appris que c'était ça, pour moi c'était déjà un des albums de l'année, y a pas de problème. C'est parmi mes deux artistes vraiment préférés que j'écoute quasi tous les jours depuis 2-3 ans, et un de mes beatmakers préférés du moment, producteur préféré, etc. Bref. Mais c'est pas que ça, cet album. C'est même pas du tout ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est la première fois qu'on a à ce point-là un album qui nous parle de viol, d'abus, de traumatisme, de sexe, de corps, de détresse vraiment liée à tous ces sujets-là. Petite Sœur, en ce qui la concerne, c'est la transidentité, c'est une certaine détresse émotionnelle qui est aussi liée à son environnement familial, son rapport avec sa mère, son rapport avec sa classe sociale, plein de trucs. Hein. Mais elle nous parle beaucoup de corps dans ce projet. Elle nous dit qu'est-ce caché dans les sables de sa mère à 9 ans. Et Femme Togo, il faut le dire, c'est peut-être un peu plus son album que celui de Sœur, bien que ce soit un album en commun. Pourquoi ? Bah parce que les révélations qu'il nous fait dedans sont juste trop impactantes. Genre franchement, il a juste pris la couronne cette année de par le fait qu'il ait fait un coming out en nous annonçant qu'il était gay, alors qu'il y avait une grosse partie de sa commu qui, de par son esthétique et son côté un peu belliqueux et très viriliste en réalité, bah était plutôt homophobe. Donc ça déjà, ça marque une vraie rupture, mais on va y revenir un petit peu après. Mais surtout, il nous parle du fait qu'il a été groomé, du fait qu'il a fait de la prostitution,
très très jeune, du fait qu'il quittait chez lui pour aller avoir des relations qu'il ne consentait pas vraiment avec des gens qui l'ont violé. Du coup voilà, abus de mineur, viol, rapport au corps. On est sur deux personnalités super traumatisées, qui ont un vécu ultra marginal, ultra précis, ultra traumatisant encore une fois, et qui se sont mis ensemble pour nous faire un album à thème, à concept, pour nous parler que de ça, dans une espèce de violence, de vulgarité, de putridité, et d'envie de rendre justice aux choses et à toutes ces injustices, qui est exceptionnel. Et en plus, l'album est effectivement magnifique, avec encore une fois des prods de Néo qui sont formidables, qui vont un petit peu moins loin dans le côté expérimental que ce qu'on peut avoir dans ce qu'il y avait dans le passé dans leurs deux discographies respectives, mais c'est justement pour mieux servir le propos de l'album, parce qu'il fallait pas évidemment que les prods prennent trop le poids, ce qui n'empêche pas d'avoir quand même sa patte et ses beaux élans un petit peu digicore, hyper pop rap et tout, évidemment. Comme on disait un peu plus tôt, c'est un album qui est important parce que il a clivé une partie du public. En gros, cet album, c'est facile, c'est tu les suis ou tu les suis pas. Ça a vraiment marqué un clivage total entre soit t'es pro-trans, pro-queer de manière générale et tu casses pas les couilles, soit t'es un petit con et tu casses les couilles. Donc voilà, cette intention de vraiment faire changer les choses, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cet album, avec vraiment des discours qui nous disent écoutez, on est encore là, on est encore debout, et plus on écoute cet album, plus en fait c'est de la lumière qui en ressort. Non seulement une haine des abuseurs et des agresseurs, mais en réalité un réel sentiment de vitalité et d'avancer dans la société et d'être deux meilleurs humains tous ensemble. C'est vraiment un appel à ça, cet album, et en ça c'est un album qui est assez révolutionnaire, et il y aura clairement un avant et un après. Et voilà, album super cool. Encore une fois, une conclusion pourrie. Et on passe au numéro 1. Et en numéro 1, on a Théodora, qui pour moi, simplement mérite la position de reine, de numéro 1, de top 1 absolu de l'année 2025, avec notamment du coup pour parler d'album Mega BBL. Alors en l'occurrence, Mega BBL c'est une réédition, c'est une version de luxe. Du coup au début j'avais même pas pensé la mettre dans le top, parce que je suis pas si fan, ça c'est un peu un débat parallèle, mais de l'industrie de la réédition et de l'édition de luxe sur les albums. Je trouve que c'est une idée très capitaliste pour recapitaliser sur un produit, mais surtout sur une intention artistique. Ça m'embête un petit peu. Mais maintenant qu'on a dit ça, bon déjà on peut dire qu'en ce qui concerne beaucoup d'artistes, ça peut être aussi une façon de se réinventer et de proposer un message artistique qui peut être un petit peu plus pluriel, mais surtout en ce qui concerne Mega BBL, du coup on avait Bad Boy Love Story sorti l'an dernier, mais Mega BBL non seulement c'est une réédition, mais il rajoute 11 morceaux, et en plus c'est 11 morceaux de malade mental. Pour recontextualiser, Bad Boy Love Story, ça a déjà marqué absolument tout le monde. On a du fashion designer, on a du Congolese sous BBL. J'ai pas envie de vous refaire tout le gros discours sur le côté multiculturel de Théodora, etc., parce que je veux pas la réduire qu'à ça, mais il faut quand même qu'on y passe quand même quelque part. Elle a du coup sa culture congolaise, elle a sa culture politique aussi, ça on en a un petit peu parlé dans les vidéos. Elle a vécu en Suisse, puis à Rennes, à Bordeaux, puis finalement dans le 93, elle se fait connaître avec Le Paradis se trouve dans le 9-3. Elle a ce côté street, elle a ce côté afro-descendante, elle a des prods ultra diverses. On a du chata, on a du bouillon, on a des trucs un peu plus influencés hip-hop, et puis d'un coup des trucs très pop, carrément influencés par la culture plus occidentale. Et c'est justement ce truc-là, de traverser les styles musicaux et traverser les auditeurs et auditrices aussi, et les classes sociales, et les sociologies d'auditeurs, d'auditrices, qui est excessivement impressionnant avec Théodora. C'est vraiment ce truc-là de... T'as un feat avec Jul, t'as un feat avec Juliette Armanet, t'as Masoko Namabele, afro avec de la guitare électrique et tout, t'as Congolese, genre full bouillon et tout, t'as Il me rit tout sonner, une balade magnifique, avec un refrain super léché, des paroles magnifiques, parce qu'elle écrit trop bien sa mère, les rimes sont trop bien trouvées, les chants lexicaux, encore une fois, Il me rit tout sonner, je trouve ça exceptionnel, genre le chant lexical du sommier, du sommeil et tout, ça sort de nulle part, je ne sais pas. Voilà pourquoi pour moi Théodora c'est la personnalité numéro 1 artistique française de l'année 2025 et de manière générale de la période actuelle. C'est une fierté de fou, et selon moi ce qu'elle incarne, ce qu'elle représente, ce qu'elle amène en termes de sonorité et d'influence et de culture, etc. Ne pouvait être réalisé que par elle. On n'a même pas évoqué son côté un petit peu alternatif quand même aussi, un petit peu encore une fois meuf noire un peu bizarre, c'est elle qui le dit tout, c'est génialissime. À un moment il faut juste se lever et applaudir. Voilà pourquoi pour moi elle mérite cette couronne, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà pour le numéro 1 des top albums de l'année 2025. On est fatigué, on est là. On est là, merci à tous. Ouais, let's go. Ouais, on va faire un petit outro. Les gars,
Si vous êtes encore là, déjà merci. Ça me fait trop plaisir, je suis trop content d'avoir fini cette année à vos côtés. Merci du soutien, c'était une année assez intense pour moi. Je ne vais pas vous lancer les violons et les roses, ça ne veut rien dire. Encore une fois, vraie première année où je suis sur les réseaux carrément à 100%. Ceux qui connaissent un petit peu plus ma vie en détail, ce que j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai droppé vraiment la batterie, etc. Donc on est presque à temps plein en mode vidéo, analyse musicale, etc. Et j'ai pas trop de prétentions, mais si ce n'est celle de parler de musique avec vous, et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes là. Du coup, si c'est pas déjà fait, allez me suivre sur notamment Instagram et TikTok. On s'y amuse bien, c'est sympathique. Et puis restez dans le coin sur YouTube, si c'est pas le cas, abonnez-vous ici, parce que normalement, on a une petite vidéo qui arrive sur Petite Sœur. Et quand je dis petite, je parle de 1 heure. Normalement, je dis normalement à chaque fois parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, j'ai très envie d'amener et d'amorcer 2026 avec un petit peu plus d'emphase sur YouTube, parce que du coup, voilà, après cette année de format court, j'ai eu quand même une petite frustration qui est arrivée, et j'ai envie de jouer un petit peu sur les 2 tableaux, un petit peu plus cette année, et de voilà, proposer quelques formats un petit peu plus longs. Donc restez dans le coin, prenez très soin de vous, passez d'excellentes fêtes. Normalement ça sort vers Noël, donc voilà, prenez soin de vous, faites-vous passer en premier plan, et j'arrête ces conseils de développement personnel miteux. À la prochaine, take care, bisous. Salut. Pokémon est... T'as vu la fin, j'étais en mode Théodora c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Théodora c'est bien, je bégaye 2 fois à partir du top 10 sur...